Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je m'appelle Marwan Méry et dans la vie, je suis négociateur professionnel. Donc, mon métier consiste à intervenir sur des situations sensibles, complexes, impliquant des cas critiques, donc kidnapping et rançon, extorsion, suicidaire, des négociations commerciales à fort enjeu, des conflits sociaux majeurs, des relations diplomatiques et tout ce qui touche également à la relation patient pour tenter d'améliorer l'observance thérapeutique. Je suis également consultant pour les Nations Unies et je suis intervenant à l'Université d'Harvard. Alors, est-ce que vous êtes en forme? Ouais, très bien. Alors, évidemment, sur le temps qui nous est imparti, on va parler de négociation. Alors, pourquoi de négociation? Parce que pour réussir, dès lors que vous gérez du facteur humain, c'est-à-dire des individus, il nous faut négocier. Ce qui veut dire qu'il nous faut savoir comment négocier. Alors, pourquoi négocier, vous allez me dire? En fait, c'est très très simple. C'est que au quotidien, inexorablement, vous serez amené à gérer des conflits. Et que vous le vouliez ou non, ce n'est pas forcément très agréable de gérer des conflits. Ce qui veut dire que finalement, pour transcender votre condition, vous n'aurez pas d'autre choix que d'y faire face. Alors dites-moi, est-ce que vous aimez les conflits? Non, pas trop. Non, pas trop, mais les conflits, c'est bien. Alors pour vous, c'est quoi le conflit? Un conflit, c'est quoi? Un conflit, c'est juste un désaccord, hein. Et c'est normal qu'on ne soit pas tout le temps d'accord avec tout le monde. On est d'accord? Parce que si on était tout le temps d'accord avec tout le monde serait un enfer. Ben oui, puisque chaque idée prévaudrait sur l'autre. Et on changerait d'avis finalement toutes les centièmes de seconde. Donc c'est normal qu'on ne soit pas d'accord. Et si vous n'assumez pas le conflit, qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous allez vous soumettre à l'autre et vous allez simplement être frustré. À partir du moment où vous assumez le conflit, vous allez rentrer naturellement en phase d'opposition. Et après, il y a différentes manières de gérer le conflit. Il y a quoi? La fuite, la soumission, le recours à la loi, le passage en force, un peu à la Trump, la délégation, vous confiez le conflit à quelqu'un d'autre, la médiation, et la méthode évidemment la plus vertueuse pour gérer un conflit, ça reste la négociation. Mais le problème, c'est que négocier, ça s'apprend, parce que négocier, c'est pas simple. Alors, je vais vous raconter une petite histoire, une des négociations peut-être les plus difficiles que j'ai eu à gérer il y a quelques temps. J'étais sur une extorsion pour le compte d'une très grosse multinationale. Alors il faut revenir 15 ans en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, vous avez les deux dirigeants de cette multinationale. Donc c'est une organisation bicéphale, vous aviez deux présidents qui ont fait quelque chose de sale. Alors dans ma vie, j'ai vu des choses sales, eux c'est très 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 sale. Donc évidemment, c'est du pénal, il n'y a pas de crime de sang, mais ils partent en prison pour un bon nombre de mois, d'années même. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Évidemment, ils ont mis la poussière sous le tapis et ils ont prévenu personne. Puis après, ils sont partis à la retraite et voilà. Et il y a 2 ou 3 ans, il y a quelqu'un, alors c'est pas quelqu'un de l'entreprise, il y a quelqu'un qui a découvert ce que les deux dirigeants ont fait à l'époque. Donc armé de son portable, il a pris des photos, il a filmé également ces fameuses pièces à conviction et il a réussi à intercepter, du moins accéder au président actuel de cette multinationale. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est assez simple. Il a dit au président, voilà ce que j'ai trouvé sur votre boîte, je veux 100 millions de dollars, sinon je balance tout dans la presse. Alors, le président frise la syncope quand il réalise ce que ses prédécesseurs ont pu faire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va monter une cellule de crise. Donc, dans cette cellule de crise, il va y avoir 4 personnes. Le président, évidemment, le directeur général du pays concerné, le DAF, donc le directeur administratif et financier, et une jeune juriste qui va se retrouver au milieu de tout ça. Donc, pour des raisons internes et puis spécifiques au cas, on va décider, donc il va être décidé, de négocier directement avec le ravisseur, avec cet extorqueur. Donc le président va donner un mandat à son directeur général en disant « Écoute, tu te débrouilles, il faut que tu négocies avec lui ». Alors le problème, c'est que le directeur général, c'est pas forcément son métier, donc pendant 3 mois, il tente de négocier, et le problème, c'est que l'extorqueur, il reste arc-bouté sur ces 100 millions. Il dit voilà, c'est très simple, si j'ai passé 100 millions, et encore une fois, il n'y aura pas de négo, si j'ai passé 100 millions, je balance tout dans la presse. Donc, un peu désespéré, qu'est-ce qu'ils font? Je suis sollicité sur cette négociation et je vais rentrer dans cette cellule de crise et on va demander directement de négocier face à l'extorqueur. Alors, la négociation va durer plus de 3 mois. C'est très certainement une des négociations, encore une fois, les plus difficiles que j'ai eu à mener. Et au bout de 3 mois, la demande va être divisée par 66. On va réussir à se mettre d'accord sur 1,5 million. Et je vais encapsuler l'accord
de telle sorte que le ravisseur, l'extorqueur, perd tout moyen, tout pouvoir de nuisance. Ce qui veut dire que même s'il devait balancer dans la presse tout ce qu'il sait, ça n'aurait plus aucun pouvoir. Alors, je ne peux pas vous raconter évidemment tout ce qui s'est passé, mais pourquoi je vous raconte cette histoire ? C'est que, évidemment, la négociation, ça ne s'improvise pas. Et vous allez me dire, ben oui, mais nous, au quotidien, on ne gère pas forcément ce type de situation. Ah ben moi non plus. Heureusement, ce n'est pas mon quotidien. Mais ce que je veux vous dire, c'est que finalement, quel que soit le conflit que vous pouvez gérer, quelle que soit la négociation, il y a des compétences clés. Alors, qu'est-ce qu'il faut, finalement, pour être un négociateur solide ? Alors, je dirais, dans un premier temps, il y a 7%, c'est ce que j'appelle des compétences socles. Alors, qu'est-ce que c'est des compétences socles ? C'est quoi ? C'est l'écoute véritable, l'assertivité, l'empathie. Mais vous verrez, plus tard, on vous dira souvent, pour être un bon négociateur, il faut être empathique et assertif. Alors, oui, c'est intéressant, effectivement, d'être empathique, mais vous verrez que le fait d'être empathique ne vous suffira pas pour minorer une demande. Le fait d'être assertif ne vous permettra pas forcément de neutraliser un profil complexe. Je vous dirais que l'assertivité et l'empathie, c'est la base de toutes les relations interpersonnelles. Okay, mais évidemment, c'est important. Qu'est-ce qu'il y a également ? Il y a la gestion du stress, oui, la maîtrise émotionnelle, l'intuition, la résilience, votre capacité à surmonter les épreuves et de nombreuses autres compétences. Ensuite, il y a 3%, c'est ce que j'appelle les aptitudes complémentaires. Donc, certaines situations, certains métiers exigent ces aptitudes complémentaires. Ça peut être du leadership, ça peut être du courage, de l'intégrité, de la logique, de la créativité. Encore une fois, tout dépend de la situation. Et ensuite, 20%, c'est quoi ? C'est l'apprentissage de l'expérience. L'expérience en négociation ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est l'apprentissage de l'expérience. C'est ce que vous avez appris de votre expérience qui vous permettra justement de vous épaissir le cuir. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que l'agence que je dirige, donc ADN, on forme à peu près entre 2 et 3 000 personnes par an. Et parfois, je rencontre des hommes, alors c'est vrai que c'est surtout des hommes, enfin, c'est tout le temps des hommes, qui vont me dire, ben voilà, moi, ça fait 30 ans que je fais de la négo, je suis une star. Donc évidemment, il manque un peu d'humilité, donc je vais un peu les tester. Et souvent, en fait, il y a un écart abyssal entre où ils sont et où ils pensent réellement être. Et donc, encore une fois, l'expérience ne veut rien dire. C'est ce que vous apprenez de l'expérience qui fait la différence. Et après, la plus grosse partie, c'est l'expertise. C'est 70%. Et malheureusement, effectivement, la négociation, c'est pas un soft skill, c'est beaucoup d'expertise. Minorer une demande, induire le changement chez quelqu'un, façonner sa perception, neutraliser un profil complexe, contrecarrer une menace, repousser un ultimatum, définir la stratégie hit-one. Tout ça nécessite beaucoup d'expertise. Donc tout ça pour vous dire une chose, c'est que finalement, la négociation, évidemment, ça s'apprend. Et on dit d'ailleurs qu'on ne naît pas négociateur, on le devient. Parce que la négociation n'est pas un soft skill, mais un hard skill, au même titre que le droit, les maths ou l'économie. Alors quand évidemment vous négociez, vous gérez des individus, vous gérez du facteur humain. Et ce qui est important, c'est de comprendre nos individus avec lesquels on peut négocier, et notamment de comprendre ses motivations. Et pour ça, je vais vous montrer juste 3 choses qui, je l'espère, vous serviront toute votre vie. C'est la position, l'objectif et l'enjeu. À chaque fois que vous rentrez en négociation, vous devez vous poser la question, quelle est la position de mon interlocuteur, quel est finalement son objectif et quel est son enjeu. La position, c'est très simple, c'est ce qui est affiché. D'accord ? L'objectif, c'est l'espoir de gain. C'est ce qu'il cherche à obtenir dans le cadre de la négociation. Et l'enjeu, c'est le besoin profond qu'il cherche à satisfaire. Regardez, je vous donne juste un tout petit exemple. Il y a quelques mois, je suis mandaté sur une négociation commerciale. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un transporteur, un des leaders mondiaux. Donc, il assure tout ce qui est transport et entreposage des marchandises pour différents clients. Et il y a un de ses clients qui pèse 20% de son chiffre d'affaires qui va lui dire, voilà, on va arrêter notre contrat, on va mettre fin au contrat parce que vous êtes trop cher. Voilà. Donc, si vous voulez qu'on continue à travailler ensemble, il faut baisser vos tarifs de 15%. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, je vais être sollicité pour les accompagner dans le cadre de la préparation de la négociation. Et pendant la préparation, qu'est-ce que je constate ? Le comité exécutif se dit, s'ils veulent 15% de remise, on n'a qu'à leur donner 8 ou voire 10%. Et ils se tournent vers moi et me disent, alors du coup, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Méry ? Je dis, ce que j'en pense, c'est que jamais on va faire ça. Ils me disent, comment ça ? Je dis encore une fois, ce qu'ils affichent, les 15% de remise, ça c'est juste une position. Notre job, c'est de comprendre quel est leur objectif et quel est leur enjeu.
Parce que si vous donnez 8 ou 10%, ça c'est du marchandage. Et on va couper la poire en deux, et puis finalement, chacun va se satisfaire d'une solution un petit peu dégradée. Donc je vous la fais courte, cette négociation a duré plusieurs semaines. Quel était l'objectif de ce transport? Quel était l'objectif de ce client qui voulait mettre fin à ce contrat? Son objectif, c'est de gratter quelque chose. Voilà, il voulait obtenir quelque chose. Mais quel était son enjeu? Son enjeu, c'était de maintenir le contrat avec le transporteur. Il voulait surtout pas mettre fin au contrat. Pourquoi? Parce que le transporteur affichait un taux de service très, 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 très élevé, plus de 99%. Donc 99% des commandes étaient livrées en temps et en heure. Et le plus important pour le transporteur, en l'occurrence, c'était son taux de service. Donc c'était du bluff, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette négociation? Ben, évidemment, on n'a jamais négocié les tarifs. Notre job, ça a été réaxer la négociation sur des éléments, on va dire, assez mineurs, notamment pour que le client ne perde pas la face. Regardez, une des dernières négociations sociales que j'ai pu gérer, vous avez des organisations syndicales qui se sont mises en grève et elles demandent des revalorisations substantielles de salaire. Quel était l'enjeu? La reconnaissance, rien à voir avec le salaire. J'accompagnais un médecin il y a 1 an sur une négo qui m'a beaucoup marqué dans le cadre d'un entretien thérapeutique. Vous avez une patiente qui doit se faire opérer. Ça va nécessiter 2 semaines de convalescence. Une tumeur, il faut absolument l'opérer. Et elle refuse. Elle dit « Ah mais moi je préfère mourir ». Vous savez quel était son enjeu? C'était de ne pas laisser son berger allemand seul à la maison. Donc si vous passez à côté de ça, malheureusement elle meurt. Ouais. Il y a 2 ans, j'étais sur un kidnapping. À Kaboul, en Afghanistan, vous avez un enfant ouzbek qui a été kidnappé. Il est torturé tous les jours. Voilà, il a 9 ans, il est attaché par les pieds dans une cave. Demande de rançon, 1,7 million de dollars. La famille ne peut payer que 50 000 dollars. Quel était l'enjeu? La revanche. Rien à voir avec l'argent. L'enjeu était la revanche. Pourquoi? Parce que le kidnappeur avait pris en otage l'enfant de son ancien associé. Et en fait, il se servait de l'enfant comme moyen, notamment pour atteindre son ancien associé. Pourquoi je vous raconte ces histoires? Parce que quand vous regardez la position et quand vous regardez l'enjeu, il y a un océan. Et notre job, c'est de traverser cet océan. Parce que dans près de 100% des négociations, et je pèse mes mots, donc 100% des conflits que vous allez gérer, la position, les demandes affichées n'ont rien à voir avec l'enjeu véritable. Mais rien à voir. Alors, en négociation, évidemment, si on soigne sa préparation, si on soigne la conduite opérationnelle, il faut également soigner sa clôture pour bien faire les choses. Et vous voulez que je vous dise, c'est qu'une négociation en conflit ne se clôture que sur de la perception, rien d'autre. Pourquoi? Parce que ce qui compte, encore une fois, c'est le gain perçu et non pas le gain réel. Regardez, j'étais en négociation pour un énorme fournisseur face à une énorme centrale d'achat. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais faire 6 mois de négociation face à un acheteur particulièrement retors. Pour faire simple, c'est un gros psychopathe. Alors, ça vous parle la psychopathie? C'est une personne sur 100. Hein. On est 100 dans la salle, donc il y a forcément quelqu'un. Je sais que c'est pas moi, donc c'est forcément l'un de vous. Alors, je sais que vous avez peut-être regardé vos voisins un peu différemment, mais effectivement, la psychopathie, c'est une personne sur 100. Sachez-le. Alors, ça vous parle la psychopathie? La psychopathie, c'est 7 critères. Si vous avez les 7, vous êtes psychopathe. Mais encore une fois, c'est pas grave, ça fait pas de vous des fous. Hein. Donc c'est quoi? Absence d'empathie, de culpabilité, de remords, manipulateur, charme superficiel, intolérance à la frustration et mépris des règles. Okay? Donc comme je vous le disais, la prévalence, c'est 1%. Okay? Donc ce monsieur, qui m'a donné beaucoup de fil à retordre pendant 6 mois, au bout de 6 mois, on arrive enfin à trouver un accord. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? On va signer un accord à 22 heures. Donc je suis rincé. Pourquoi? Parce qu'évidemment, j'ai 6 mois de négociation dans les pattes et j'ai également 6 heures de négociation dans les pattes. Parce que, encore une fois, on signe à 22 heures après 6 heures de négociation. Et je sors du box d'achat et avant de regagner ma voiture, je vais aux toilettes. Sauf que je me trompe, je vais dans les toilettes, en l'occurrence, des acheteurs. Parce que c'est une centrale d'achat où il y a des toilettes pour les acheteurs et des toilettes pour les fournisseurs. Et moi, je représentais évidemment un des fournisseurs. En fait, je suis tellement fatigué que je ne me rends pas compte. Donc, je rentre dans les toilettes. C'est des toilettes qui sont boxées, comme vous connaissez bien. J'ouvre les toilettes et puis voilà, je fais pipi. Voilà, bon, c'est hyper intéressant ce que je vous raconte, mais en l'occurrence, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je vois j'entends mon acheteur plutôt, qui arrive avec son patron. Et je les entends, les deux, ils sont morts de rire.
Et mon acheteur dit à son patron, Marwan Méry, je l'ai rincé. OK? Explication. Pour faire simple, ça c'était mon budget. Voilà. En 6 mois de négociation, j'ai donné 25% de mon budget. Mais comme il a le sentiment d'avoir obtenu un maximum de ce qu'il pouvait obtenir auprès de moi, il devient naturellement mon meilleur ambassadeur auprès de son patron. Et son patron répond « Félicitations, on s'arrête là ». Alors évidemment, je ne sors pas des toilettes en leur disant « En fait, les gars, c'est passé différemment », évidemment. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est parce qu'en négociation, le gain perçu prévaut toujours sur le gain réel. Toujours, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Regardez, si je prends quelqu'un dans l'assistance, si je vous demandais, par exemple, dans le cadre d'une négociation purement transactionnelle, est-ce que je pourrais avoir 10% de remise? Et vous me faites ça. Ouais, pas de problème. Je vais me dire, j'aurais dû demander 20, on est d'accord. Maintenant, si je me bats pendant 4 heures pour obtenir simplement 1%, je serais 1000 fois plus satisfait que d'avoir obtenu 20% en un claquement de doigts. Tout ça pour vous dire encore une chose, c'est que le gain perçu prévaut toujours sur le gain réel. Pourquoi en négociation, on dit toujours qu'on ne cède jamais sans contrepartie? Parce que les contreparties, finalement, c'est de la valeur que vous allez accorder par moment à des concessions. Et dites-vous bien une chose, c'est que plus les gens se battent pour obtenir quelque chose, plus ils valorisent le gain. Ce que vous donnez gratuitement, et c'est volontairement une notion pléonastique, donc ce que vous concédez gratuitement n'a aucune valeur pour l'autre. Aucune espèce de valeur. Donc ce qui est important, encore une fois, c'est de valoriser tout ça. Et ce qui compte, encore une fois, c'est pas ce que vous pensez, ce qui compte réellement, c'est la perception de l'autre. Alors, pour finir, tout ça, évidemment, j'ai lié tout ça à cette quête de réussite, parce que, comme je vous le disais, finalement, pour réussir, il faut pouvoir négocier. Et il faut savoir négocier, parce qu'on est tous amenés à gérer des conflits. Est-ce que vous êtes optimiste dans l'âme? Non, pas forcément tous. Est-ce que vous y croyez quand c'est particulièrement difficile? Alors, quand je parle d'optimisme, je ne parle pas d'optimisme BA. Hein. Oui, l'optimisme sans réalisme, c'est de l'utopisme. C'est le monde des bisounours et des polypockets. En l'occurrence, moi, je vous parle véritablement d'optimisme. Alors, moi, je voulais simplement vous dire une chose, c'est que quand il n'y a plus beaucoup d'espoir, quand les méthodes classiques ont pu échouer, quand les gens autour de vous peuvent parfois vous dire, vous savez, en fait, de toute façon, c'est plié, voilà, c'est impossible, on n'y arrivera pas. Dites-vous simplement une chose, c'est que finalement, les limites des autres ne doivent jamais devenir les vôtres. Merci beaucoup. Merci beaucoup.